3 mots, ossement féminin blanc. Christina ne pouvait pas les chasser de son esprit. Étudiante en généalogie à l'Université d'État de Cleveland, Christina Skett était assise dans la bibliothèque faiblement éclairée, penchée sur des piles d'anciens registres de cimetières, feuilletant des pages remplies de noms de défunts, lorsqu'elle tomba sur une inscription qui attira son attention. Ossement féminin blanc. Pas de nom, pas de description, pas de passé. Juste une mention dans le registre des inhumations, dépourvue d'identité, avec un numéro à la place d'un nom, femme 82 483. Elle fronça les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Elle avait l'habitude de trouver des registres avec des détails manquants, des écritures illisibles ou des dates qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais là, ce n'était pas une erreur. C'était quelqu'un, une femme qui avait vécu, respiré et était morte, seulement pour être réduite à un numéro dans un dossier oublié. Elle se renversa dans sa chaise et expira. Peut-être que ce n'était rien. Probablement juste l'un des innombrables cas non identifiés qui s'étaient perdus dans les méandres au fil des années. Mais malgré tout, elle ne pouvait pas laisser passer. Elle prit son téléphone et appela le cimetière. Peut-être pourrait-il lui dire quelque chose. Qui était la femme 82 483, d'où elle venait, pourquoi personne ne l'avait réclamée. Mais la réponse fut pire que ce qu'elle imaginait. Rien. Le cimetière n'avait aucune information au-delà de ces 3 mots inquiétants inscrits depuis son enterrement dans une fosse commune anonyme. Personne ne s'était manifesté. Aucune enquête n'avait été poursuivie. L'affaire avait été laissée à prendre la poussière, tout comme les registres qu'elle tenait entre ses mains. Et c'était censé être la fin. Mais pour Christina Skett, ce n'était que le début. Christina partagea ses découvertes sur Reddit, exprimant sa frustration face au manque de progrès. Un appel au cimetière confirma qu'aucune action n'avait été entreprise depuis l'inhumation. J'ai essayé de contacter le détective de la ville, mais je n'ai reçu aucune réponse. En quelques mois, elle décida de prendre les choses en main. Elle s'enfonça davantage dans l'enquête, parcourant de fragiles coupures de journaux et de vieux rouleaux de microfilms granuleux, retraçant le mystère de la femme 82 483 jusqu'à son origine. 40 ans plus tôt, le 5 février 1975, 3 adolescents marchaient dans le Rocky River Reservation Park, à Strongsville, Ohio, lorsqu'ils aperçurent quelque chose qui les stoppa net. Là, au bord de la rivière, à moitié enfoui dans la terre humide, quelque chose de pâle dépassait de la boue. Au début, ce n'était qu'une forme étrange. Ils s'approchèrent. La forme ne bougeait pas. Ils virent d'autres fragments emmêlés dans les racines et les débris. C'était un squelette, et il était là depuis longtemps. On pourrait penser qu'il se serait rué vers le téléphone le plus proche, mais non. Pour des raisons inconnues, peut-être le choc ou la logique adolescente, ils ne le signalèrent pas immédiatement. Des heures passèrent. Peut-être l'avaient-ils d'abord raconté à leurs parents. Peut-être avaient-ils gardé l'information, se demandant quoi faire, mais finalement la police fut avertie. Au départ, les officiers n'étaient même pas sûrs de ce qu'ils avaient devant eux. Cela pouvait être un squelette animal. Cela pouvait être autre chose. Mais après avoir déterré le crâne, la réponse devint claire. C'était humain, et quelque part, quelqu'un savait comment il était arrivé là. Christina continua à passer des appels, et pas seulement 1 ou 2. Elle fut infatigable. Première étape, le département de police de Strongsville, plus précisément le sergent détective. Sans succès. Ensuite, elle tenta avec le bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga, contactant à la fois le service des archives et l'administration. Sûrement quelqu'un devait avoir quelque chose. Non, toujours rien. Elle laissa même un message vocal au garde forestier de Metro Park, qui avait initialement géré l'affaire dans les années 70. Si quelqu'un avait une connaissance directe de la découverte de cette femme, c'était eux. Elle attendit un rappel, mais au fond d'elle, elle sentait qu'elle allait attendre longtemps. Elle retourna au cimetière. Peut-être qu'un ancien gardien ou un vieux registre poussiéreux oublié dans un tiroir pourrait éclairer l'inhumation. Mais alors, enfin, une avancée. Elle obtint le rapport d'autopsie, qui confirma ce qu'elle soupçonnait. Il y avait des signes de traumatisme, de violence. C'était un meurtre. Christina découvrit que, lorsque les experts médico-légaux examinèrent les restes, ils se rendirent compte de quelque chose de troublant. Ce n'était pas un squelette complet. Certains os manquaient. La mâchoire avait complètement disparu, comme si quelqu'un l'avait emporté. Et ce n'était que le début. Le docteur Charlie, assistant du médecin légiste du comté, prit en charge l'examen. Après une analyse minutieuse, il confirma que les restes appartenaient à une jeune femme âgée de 17 à 23 ans. Elle était menue,
mesurant environ 1,55 mètres pour un poids compris entre 45 et 50 kg. Et autre chose, elle n'était pas là depuis des décennies. Elle avait été assassinée seulement quelques mois avant que ses garçons ne la trouvent. La cause de la mort, une balle dans la tête. Une seule balle traversant le crâne. Pas de nom, pas d'identification, juste un squelette avec des pièces manquantes et un passé violent, enterré au bord de la rivière. Celui qui avait fait cela s'était assuré qu'elle ne porte rien qui puisse révéler son identité. Pas de sac à main, pas de bijoux, pas de vêtements traçables jusqu'à un magasin, pas d'effets personnels. Comme si quelqu'un avait tout fait pour l'effacer complètement. Mais personne ne disparaît dans les airs. Quelqu'un, quelque part, devait savoir qui elle était. Quelqu'un savait ce qui lui était arrivé. Et à mesure que l'enquête commençait et que la nouvelle se répandait, un nom surgit au premier plan. Un nom qui faisait la une des journaux nationaux à l'époque, Patricia Hearst. Patricia n'était pas n'importe qui. Elle était la petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst. Et en février 1974, elle avait été enlevée de son appartement à Berkeley, en Californie, par un groupe radical appelé l'Armée de Libération Symbionnaise. Un cirque médiatique éclata. Tout le monde la cherchait. Mais ensuite, les choses devinrent étranges. Au lieu d'être une victime sans défense, Hearst semblait avoir rejoint ses ravisseurs. Il y eut même des rapports affirmant qu'elle avait aidé à braquer une banque. Et voici où cela se relie à notre histoire. Elle aurait été aperçue près de Cleveland, Ohio. Le pays était obsédé par l'affaire Hearst, elle était sur toutes les chaînes d'information. Alors, lorsqu'une jeune femme fut retrouvée morte dans l'Ohio à cette époque précise, les enquêteurs devaient vérifier. En examinant le profil du squelette, taille, poids, âge, tout semblait trop bien correspondre. Mais après avoir obtenu les dossiers dentaires de Patricia Hearst et les avoir comparés avec le squelette, qui avait 5 plombages dentaires, il fut confirmé qu'il ne s'agissait pas d'elle. Patricia Hearst était toujours quelque part dehors. C'était une autre personne. Et au-delà de cette unique théorie erronée, la recherche de réponses par les autorités ne dura pas longtemps. Malgré ce qui sembla être leurs meilleurs efforts, les enquêteurs se retrouvèrent dans une impasse en tentant d'identifier les restes trouvés près de la Rocky River. Aucun rapport de personnes disparues ne correspondait, et selon eux, personne ne s'était présenté avec des informations. Presque aussi vite que l'enquête avait commencé, elle s'arrêta. Un porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga admit qu'ils étaient à court de pistes. Il n'y avait pas de nouvelles preuves, seulement un squelette sans nom, sans histoire et sans personne pour se battre afin de découvrir la vérité. « Nous continuons d'essayer, dit-il. Nous sommes allés aussi loin qu'il est possible avec ce que nous avons pour l'instant. » Et ce qu'ils avaient, il faut l'admettre, n'était pas grand-chose, seulement 6 dents. Le corps, en plus, avait été exposé aux éléments pendant des mois, gravement décomposé près des voies ferrées de la Baltimore et Ohio. Sans autre dossier dentaire ou un rapport de disparition correspondant, il n'y avait rien de plus à faire. Sans piste et sans nom, l'affaire refroidit. Puis survint le problème de l'enterrement. En réalité, selon les articles que Christina trouva, une grande partie de la couverture médiatique de l'époque s'était davantage concentrée sur la bureaucratie entourant l'enterrement des restes de la femme que sur la tentative réelle de déterminer son identité ou de savoir qui était responsable de sa mort. La question de savoir qui elle était avait déjà déconcerté les enquêteurs. Mais maintenant, un autre débat occupa le devant de la scène. Qui allait payer les $100 pour l'enterrement? On pourrait penser qu'il s'agirait d'un montant dérisoire pour le gouvernement local, mais non. Cela devint un passe de la patate chaude, bureaucratique. Strongsville, où les restes avaient été trouvés, insistait sur le fait que ce n'était pas sa responsabilité. Cleveland s'en lavait les mains. Le comté de Cuyahoga pointait dans les deux directions. Le service d'assistance sociale refusa de s'en charger, affirmant qu'il ne s'occupait que des enterrements de vétérans. Le bureau des statistiques vitales de la ville déclara que c'était une affaire du comté. Le bureau des affaires des anciens combattants du comté répondit que, comme le corps avait été trouvé à Strongsville, c'était le problème de Strongsville. Mais lorsque l'on interrogea les responsables de Strongsville sur un supposé accord de 1965 stipulant que les municipalités étaient responsables de fournir un enterrement aux personnes sans ressources, personne ne semblait savoir si cela s'appliquait aux corps non identifiés. Pendant ce temps, les restes de la femme restaient dans le dépôt du médecin légiste. Faute de nouvelles informations, il n'y avait rien d'autre à faire. Finalement, il fut décidé qu'elle serait enterrée au Potter's Field du Highland View Cemetery, le lieu de repos final pour ceux qui n'ont ni nom, ni histoire, ni famille pour les réclamer. Les os d'une femme blanche. Femme 82 483.
Et là, elle passa les 40 années suivantes dans un limbo, attendant qu'un étudiant bienveillant trouve son dossier dans les archives poussiéreuses et change son destin. Christina mit à jour la publication sur Reddit avec ses découvertes et établit ses prochaines étapes avec précision. Attendre, probablement en vain, un appel des gardes des métroparcs, faire inscrire cette Jane Doe dans NAMUS, la base nationale des personnes disparues, et contacter le département de police de Berea, la première agence initialement appelée sur les lieux. Elle prévoyait également de joindre le Western Reserve Medical Center, qui avait examiné le crâne, et de vérifier auprès du bureau du shérif du comté de Cuyahoga au cas où un dossier oublié prendrait encore la poussière dans leurs archives. D'autres utilisateurs de Reddit se précipitèrent pour donner leur avis et offrir leur aide là où ils le pouvaient. L'un d'eux commenta « C'est vraiment déchirant que la majeure partie de la couverture ne se soit pas concentrée sur la tentative de l'identifier ou de découvrir ce qui lui est arrivé, suicide, meurtre, etc., mais plutôt sur les disputes bureaucratiques internes pour savoir qui devait payer son enterrement. Cela me rend simplement triste. » Un autre utilisateur commenta « Waouh, c'est une quantité impressionnante de recherches que tu as faites. Est-ce que ça te dérange si je publie cela sur le forum web des personnes non identifiées ?» Christina répondit avec enthousiasme. « S'il vous plaît, avertissez-moi seulement quand et si vous le faites. » Peu après, voilà, c'est fait. Je vous ai donné le crédit. Son affaire attira finalement l'attention des utilisateurs de WebSleuth, un forum populaire de true crime où enquêteurs amateurs et détectives en ligne se réunissent pour analyser des affaires non résolues, partager leurs découvertes et assembler les pièces manquantes. Christina Skett avait approfondi ses recherches tout en partageant ses découvertes dans le fil de discussion de WebSleuth. Elle commença par examiner la liste des restes non identifiés du comté de Cuyahoga, le registre officiel des sans-noms, mais la Jane Doe de Strongsville n'y figurait pas. Selon le système, elle n'existait pas. Elle écrivit sur la plateforme qu'elle avait déjà contacté pratiquement tout le monde possible jusqu'à présent. « Je suis nouvelle dans ce domaine, alors continuez à m'envoyer des suggestions. » C'est alors qu'un nouveau détective amateur entra dans la conversation. Carl Koppelman, qui allait bientôt devenir une pièce maîtresse de l'enquête, écrivit sur la plateforme « Au fait, hier, j'ai parlé au bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga à propos de cette affaire. Il m'avait contacté au sujet du John Doe de Euclid Boscotech de 1981. Et pendant que je l'avais au téléphone, je lui ai parlé de cette affaire. Elle n'a rien trouvé dans ses dossiers concernant cette Jane Doe et n'avait aucune idée de son existence. Mais, pourquoi ? Pourquoi ne semblait-il y avoir aucun dossier de cette victime non identifiée ? Une erreur ? Une dissimulation ? La réponse fut glaçante de simplicité. Anne Fisher, du bureau du médecin légiste du comté, chercha dans son système et découvrit qu'elle n'était pas répertoriée avec les autres affaires de personnes non identifiées parce que le mot unidentified était mal orthographié. Ils avaient néanmoins toutes les informations sur l'affaire et avaient promis de les transmettre à NAMUS pour ouvrir un dossier officiel. Pendant tout ce temps, une simple faute d'orthographe l'avait effacé des bases de données, empêchant son cas d'être relié au signalement de personnes disparues. Elle n'était pas seulement non identifiée, elle était invisible. Pendant des décennies, son affaire était restée ensevelie sous des montagnes de paperasse, d'erreurs administratives et d'une simple négligence. Mais à présent, avec la Jane Doe de Strongsville officiellement ajoutée à la base nationale des personnes disparues et non identifiées, les choses commencèrent à évoluer rapidement. L'étape suivante consistait à reconstruire un portrait de ce à quoi elle aurait pu ressembler, ce qui était compliqué, étant donné qu'il ne disposait que d'un squelette partiel. Cependant, dans ses recherches, Christina avait réussi à trouver un élément crucial, une photographie du crâne. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Elle écrivit « Je crois que nous sommes perdus pour la reconstruction faciale. Il manquait plusieurs os au squelette à cause du pillage par des animaux et possiblement par les courants d'eau. Il ne restait que 5 dents présentes et une troisième molaire numéro 16 non sortie. Les autres avaient été perdus après la mort. Il n'y avait pas de mâchoire. » Ce que Christina ignorait, c'est que le cyber-enquêteur qui avait découvert la faute d'orthographe, Carl Koppelman, était également la personne parfaite pour ce travail. Et si un jour vous avez besoin de l'avocat idéal pour une affaire, Morgan & Morgan, le sponsor de cette vidéo, est là pour vous. Si vous subissez un grave préjudice, votre affaire pourrait valoir des millions. Une affaire traitée par Morgan & Morgan en Floride s'est conclue par un accord de 12 millions de dollars, soit 34 fois l'offre maximale de l'assurance. À Philadelphie, une autre affaire a obtenu 26 millions de dollars, soit 40 fois l'offre maximale de l'assurance, et cela uniquement au cours des derniers mois, pour des victimes d'accidents de la route dont la vie avait été bouleversée. Ils n'acceptent pas les offres ridiculement basses.
Si vous devenez leur client, ils se battront pour obtenir ce que vous méritez, et vous n'aurez rien à leur payer à moins qu'ils ne gagnent. Ainsi, si vous subissez un jour un grave préjudice, votre affaire pourrait valoir des millions, et vous êtes à quelques clics de changer votre vie. C'est extrêmement simple, vous pouvez lancer votre demande dès maintenant sur fortepeople.com/BW, lien dans la description, ou en scannant le code QR affiché à l'écran avec l'appareil photo de votre téléphone. Et merci à Morgan & Morgan de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. En ce qui concerne Christina, elle n'avait pas besoin d'une équipe juridique, mais elle avait besoin de Karl Koppelman, un maître dans son domaine. Karl n'était pas détective. Il n'avait ni un signe, ni titre officiel, ni l'autorité de présenter des papiers sur une scène de crime. Ce n'était pas le type qui défonçait des portes ou qui interrogeait des suspects sous la lumière vacillante d'une salle d'interrogatoire. Mais il avait quelque chose d'aussi puissant, une obsession, de celle qui le maintenait éveillé la nuit, cliquant sans relâche d'un dossier à l'autre, croisant les bases de données et traquant la vérité bien après que la plupart des gens avaient tourné la page. Ce n'était pas seulement un passe-temps pour lui. Il faisait partie d'une nouvelle génération d'enquêteurs, les détectives citoyens, une communauté croissante d'enquêteurs, de généalogistes et d'experts d'Internet qui refusaient de rester spectateurs pendant que les affaires classées prenaient la poussière. Il n'avait pas besoin d'un bureau au commissariat ni d'un salaire de l'État. Armé de généalogie médico-légale, d'archives numériques et d'une détermination sans faille, il faisait ce que les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à faire, retrouver les disparus, rendre un nom à ceux qui n'en avaient plus, et mettre en lumière des affaires oubliées depuis des années. Alors, lorsque Karl tomba sur la publication de Christina, quelque chose dans l'affaire de la femme 82 483 resta gravé dans son esprit. Peut-être était-ce la façon dont son dossier avait été entièrement englouti par la bureaucratie, empêtré dans une paperasserie absurde jusqu'à disparaître dans l'ombre. Ou peut-être était-ce la réalité plus inquiétante encore, que personne n'avait jamais semblé la chercher. Aucun signalement de personnes disparues correspondant, aucune famille désespérée en quête de réponse. C'était comme si elle avait simplement disparu du monde, sans que personne ne la remarque ni ne la réclame. Et cela ne lui paraissait pas juste. Karl avait déjà résolu des affaires auparavant. Il savait ce que c'était que de suivre une piste jusqu'au bout d'un puits sans fond, de passer des heures à examiner des photos floues et des rapports manuscrits à la recherche de ce détail unique, passé inaperçu, qui pouvait tout changer. Il avait réuni des familles, rendu un nom à des visages oubliés et vu de ses propres yeux comment une seule pièce d'information pouvait clore un mystère resté irrésolu pendant des décennies. La femme 82 483 méritait cette chance. Karl Koppelman avait déjà aidé à reconstruire le visage de plusieurs victimes non identifiées. L'une des affaires les plus troublantes était celle d'une jeune fille sans nom connu de tous sous le nom de Walker County Jane Doe. Jane Doe avait été assassinée. Et pendant plus de 4 décennies, son meurtrier était resté impuni. C'était le 1 novembre 1980, une matinée calme et sans incident à Huntsville, au Texas. Du genre où tout semble en ordre, jusqu'à ce que quelque chose vienne briser la tranquillité. Sur le bord de l'Interstate 45, un automobiliste qui passait fut le premier à la voir, une jeune fille, face contre terre, dans un fossé, immobile. En s'approchant, la scène était brutale. Elle avait été frappée, étranglée et jetée comme si elle ne valait rien. Celui qui avait fait ça n'avait même pas essayé de la cacher. Pas de tombe improvisée, pas de trace de tentative d'effacer les indices. On l'avait simplement laissée là, comme si l'on voulait que quelqu'un la trouve. Et pourtant, pendant des décennies, personne n'avait pu découvrir qui elle était. Elle était devenue la Walker County Jane Doe, une autre jeune fille sans nom à la morgue, une autre affaire froide prenant la poussière dans les archives de la police. Elle était jeune, pas plus de 16 ans, bien trop jeune pour un tel destin. Elle portait un chemisier jaune à manches longues avec un dessin de cheval, un pantalon en jean évasé et des sandales à talons hauts. Cela ne ressemblait pas à la tenue d'une personne vivant dans la rue depuis longtemps. Elle n'avait ni sac, ni portefeuille, ni pièce d'identité. Mais il y avait un détail glaçant qui rendait cette affaire différente. La veille de sa mort, on l'avait vue vivante. Des témoins se souvenaient l'avoir vue dans un restaurant routier près de Huntsville. Elle ne ressemblait pas à une simple vagabonde, elle avait un but. Elle était entrée et avait demandé des indications pour se rendre à la prison du comté. Pourquoi ? Lui avait-on demandé ? Elle a dit qu'elle cherchait quelqu'un, mais n'a jamais précisé qui. Lorsque les employés insistèrent, elle minimisa simplement la situation. « Ça ira », répondit-elle, avant de partir. Quelques heures plus tard, elle était morte. Pendant des années, la police tenta de l'identifier, suivant des pistes et examinant des rapports de personnes disparues.
Rien. Aucune famille ne s'était manifestée, aucun ami n'avait demandé après elle. Elle avait disparu de quelque part, mais personne ne semblait le savoir. Et voilà. En 2019, son affaire s'était effacée dans l'ombre. Les avancées en sciences forensiques avaient permis de résoudre d'autres crimes, mais Walker County Jane Doe restait une Jane Doe. C'est alors que Carl Koppelman entra en scène. En 2019, il reprit le dossier de Walker County Jane Doe. Utilisant des photos post-mortem, des données médico-légales et de vieilles reconstitutions, il travailla méticuleusement à recréer son visage. Non seulement comme un outil judiciaire, mais aussi comme un acte pour lui rendre vie. Son croquis fut partagé sur tout Internet, dans les communautés d'enquêteurs amateurs, sur Reddit, dans les forums de Cold Case, et les gens la virent. Ils parlèrent d'elle. Elle n'était plus oubliée. Puis, en 2020, les enquêteurs décidèrent de tenter une dernière approche. Ils eurent recours à la généalogie médico-légale, l'arme révolutionnaire des affaires classées modernes. À partir d'un échantillon d'ADN de Walker County Jane Doe, ils téléchargèrent son profil sur GeoDmatch, une base de données publique où les gens déposent leurs informations génétiques brutes, généralement obtenues grâce à des tests commerciaux comme 23andMe ou Ancestry DNA, pour retrouver des parents et retracer leur histoire familiale. Contrairement aux plateformes commerciales qui gardent vos données verrouillées pour des raisons de confidentialité, GeoDmatch est en accès libre, ce qui signifie que les forces de l'ordre peuvent également l'utiliser. Et elles l'ont fait, massivement. Quand la police détient l'ADN d'un suspect inconnu, par exemple, d'une affaire non résolue, elle peut créer un profil et le télécharger sur GeoDmatch. Si cet ADN a un parent éloigné dans la base de données, le système détecte ses connexions génétiques. À partir de là, les enquêteurs utilisent les anciennes techniques de généalogie, arbres familiaux, registres historiques, certificats de naissance, pour réduire la liste des suspects potentiels. C'est exactement ainsi qu'ils ont attrapé le tueur du Golden State en 2018. Son ADN avait été conservé pendant des décennies comme pièce à conviction. Mais une fois téléchargé sur GeoDmatch, ils trouvèrent des cousins éloignés. À partir de là, il ne s'agissait plus que de tracer les lignées familiales, d'éliminer les suspects, et boum. Joseph D'Angelo était menotté. Dans l'affaire de Walker County Jane Doe, une fois son ADN téléchargé sur GeoDmatch, les généalogistes travaillèrent à rebours, retraçant son arbre généalogique à partir de ses données génétiques, suivant les fragments d'histoire qui menaient à son existence. Et en novembre 2021, après 41 ans, ils la retrouvèrent. Son nom était Cher Ann Jarvis. Elle n'avait que 14 ans, encore plus jeune que ce que l'on pensait au départ. Une jeune fugitive du Minnesota, en quête de quelque chose de meilleur, seulement pour trouver là. Il a dit qu'il cherchait quelqu'un, mais n'a jamais précisé qui. Lorsque les employés ont insisté, elle a simplement minimisé la situation. « Je vais bien », répondit-elle avant de partir. Quelques heures plus tard, elle était morte. Pendant des années, la police a tenté de l'identifier, suivant des pistes et examinant des rapports de personnes disparues. Rien. Aucune famille ne s'est manifestée, aucun ami n'a posé de questions à son sujet. Elle avait disparu de quelque part, mais personne ne semblait le savoir. Et elle était là. En 2019, son affaire s'était évanouie dans l'ombre. Les avancées de la science forensique avaient permis de résoudre d'autres crimes, mais Walker County Jane Doe restait une Jane Doe. C'est alors que Carl Koppelman entra en scène. En 2019, il reprit l'affaire de Walker County Jane Doe. Utilisant des photos post-mortem, des données médico-légales et d'anciennes reconstitutions, il travailla méticuleusement à recréer son visage. Non seulement comme un outil forensique, mais comme un acte destiné à lui redonner vie. Son croquis fut partagé sur tout Internet, dans des communautés d'enquêteurs amateurs, sur Reddit, dans des forums d'affaires non résolus, et les gens l'ont vu. Ils ont parlé d'elle. Elle n'était plus oubliée. Puis, en 2020, les enquêteurs décidèrent de tenter une dernière fois. Ils se tournèrent vers la généalogie génétique, la méthode révolutionnaire des affaires froides modernes. En utilisant un échantillon d'ADN de Walker County Jane Doe, ils téléchargèrent son profil sur GeoDmatch, une base de données publique où les gens déposent leurs données génétiques brutes, généralement obtenues via des tests commerciaux comme 23andMe ou Ancestry DNA pour trouver des parents et retracer leur histoire familiale. Contrairement aux plateformes commerciales qui conservent les données verrouillées pour des raisons de confidentialité, GeoDmatch est en accès libre, ce qui signifie que les forces de l'ordre peuvent également l'utiliser. Et elles l'ont fait, à grande échelle. Lorsqu'elles disposent de l'ADN d'un suspect inconnu, par exemple, dans une affaire non résolue, elles peuvent créer un profil et le télécharger sur GeoDmatch. Si cet ADN a un parent éloigné dans la base,
Le système détecte cette connexion génétique. À partir de là, les enquêteurs utilisent les anciennes techniques de généalogie, arbres familiaux, archives historiques, certificats de naissance, pour réduire la liste des suspects potentiels. C'est exactement ainsi qu'ils ont arrêté le tueur du Golden State en 2018. Son ADN était resté stocké comme preuve pendant des décennies. Mais une fois téléchargé sur GeoDmatch, ils trouvèrent des cousins éloignés. Dès lors, il ne s'agissait plus que de tracer les lignées familiales, d'écarter des suspects, et boum. Joseph D'Angelo était menotté. Dans le cas de Walker County Jane Doe, une fois son ADN téléchargé sur GeoDmatch, les généalogistes remontèrent son arbre familial à partir de ses informations génétiques, suivant les fragments d'histoire qui menèrent à son existence. Et en novembre 2021, après 41 ans, ils la retrouvèrent. Elle s'appelait Cher Ann Jarvis. Elle n'avait que 14 ans, encore plus jeune qu'on ne le pensait au départ. Une jeune fugitive du Minnesota, à la recherche de quelque chose de mieux, seulement pour trouver le pire destin possible. Avec l'aide de Carl, les autorités l'identifièrent enfin, et Walker County Jane Doe avait désormais un nom. Mais toutes les affaires ne trouvent pas leur résolution aussi facilement. Strongsville Jane Doe attendait encore. Pourtant, grâce à Carl Koppelman, l'affaire prit un tournant intéressant. Carl fit ce qu'il savait faire de mieux. Il analysa la structure du crâne, étudia les reconstructions passées et élabora soigneusement un nouveau portrait de ce à quoi Strongsville Jane Doe aurait pu ressembler. Cette femme disparue depuis des décennies avait maintenant un visage. C'était un petit pas, mais un pas important, donner un visage à un nom qui avait manqué pendant tant d'années. C'est alors que Carl Koppelman tomba sur quelque chose de nouveau. Une publication récente concernant une femme disparue à Akron, Ohio, datant de 1974. Cette femme disparue fin 1974 semble correspondre fortement à Strongsville Jane Doe. Linda Pagano, l'âge correspond, l'emplacement aussi, ainsi que la période. Sa taille enregistrée est légèrement inférieure. Un autre membre de la plateforme répondit « Excellente trouvaille, Carl. Si c'est bien elle, je dois dire que ta reconstruction de la partie manquante du crâne est parfaite. » Carl contacta alors les autorités pour partager cette piste prometteuse. « Je viens de parler à Ann Fisher, du bureau du médecin légiste du comté de Cuyahoga. Il semble qu'ils travaillent déjà sur cette possible correspondance et qu'ils essaient d'obtenir les radiographies dentaires. » Elle précisa que Linda avait subi d'importants travaux dentaires, ce qui était un point très favorable. Les 5 dents restantes avaient des plombages. La police d'Akron avait déjà pris contact avec le comté de Cuyahoga. Les dossiers dentaires seraient la première étape avant de passer au long et coûteux processus d'analyse ADN. Les autorités voulaient voir s'il y avait une incompatibilité évidente. Il n'y en eut pas. Cela ne signifiait qu'une chose, il était temps d'exhumer le corps. Cela peut sembler simple, déterrer les restes, prélever un échantillon et faire le test, sauf que ce n'était pas si facile. Strongsville Jane Doe avait été enterrée dans le cimetière Potter's Field, destiné aux non réclamés, aux inconnus et aux oubliés. Pas de pierre tombale, pas de marqueur, seulement un champ de tombes anonymes. Et quelque part sous ce sol, elle avait attendu 44 ans. La police ne pouvait pas simplement commencer à creuser au hasard. Il leur fallait de la précision. C'est là qu'intervint l'université d'Akron. Grâce à la prospection magnétique, les enquêteurs cartographièrent le cimetière, localisant précisément l'emplacement probable de la tombe. Même ainsi, plusieurs tentatives furent nécessaires. Lorsqu'ils trouvèrent enfin le bon ensemble de restes, des échantillons d'os furent prélevés pour analyse ADN. En parallèle, la famille de Linda Pagano, la possible correspondance, fournit des écouvillons buccaux pour comparer leur ADN mitochondrial. Les échantillons furent envoyés à l'Université du Nord du Texas, l'un des principaux laboratoires médico-légaux du pays. Puis commença l'attente. Des mois passèrent. Les techniciens de laboratoire effectuèrent les tests, vérifiant les résultats encore et encore pour s'assurer qu'il n'y ait aucune marge d'erreur. Et le 29 juin 2018, 44 ans après sa disparition, la confirmation arriva enfin. La femme 82 483 était Linda Pagano. Je viens de recevoir des nouvelles de la sœur de Linda Pagano. Strongsville Jane Doe est bien Linda Pagano. Bien que les autorités aient déjà eu cette possible correspondance avant que je ne la signale, je vais marquer le fil comme une affaire résolue sur WS. Une coïncidence, car sans l'incroyable et minutieux travail de Christina Skett, cette affaire serait probablement encore enfouie dans les archives de la police et du bureau du médecin légiste.
Ce n'est que parce que Christina a décidé d'enquêter sur la tombe d'une Jane Doe qui n'était enregistrée nulle part, que l'affaire a été inscrite dans NAMUS, et par conséquent, remarquée par le département de police d'Akron. Félicitations, Christina, et excellent travail. Mais qui était vraiment Linda Pagano? Et son meurtrier était-il toujours libre? Le 31 août 1974. Cela aurait dû être une soirée d'été comme les autres. Ce genre de nuit où l'air conserve encore la chaleur du jour, lorsque les adolescents s'entassent dans leur voiture avec la radio à fond, cherchant un dernier souffle de liberté avant l'arrivée de l'automne. Et pour Linda, c'est exactement ainsi que la soirée avait commencé. Linda avait 17 ans, elle était intelligente, responsable, pas du genre à disparaître sans raison. Elle avait un emploi stable chez AEW, une rutilante Mustang neuve et un avenir qu'elle construisait pas à pas. Ce soir-là, elle alla à un concert avec son petit ami, et on ne la revit jamais. Du moins, c'était la version officielle. Et pendant longtemps, ce fut tout. Pas d'enquête de suivi, pas de recherche policière, pas de collecte de preuves. Juste une hypothèse commode et largement acceptée. Linda s'était enfuie. Et en 1974, cela suffisait. Affaire classée. Peu importait que Linda ne soit pas du genre à fuir. Peu importait qu'elle ait laissé derrière elle sa Mustang neuve, son travail, toute sa vie. Peu importait qu'elle n'ait aucun antécédent de fugue ni raison de disparaître. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance, car la seule personne à avoir affirmé l'avoir vue partir était son beau-père. Et, apparemment, sa parole suffisait. Linda était rentrée du concert aux premières heures du matin, entrant dans le petit appartement à Akron, Ohio, qu'elle partageait avec son beau-père, Byron Claflin. Et c'est là que les choses prirent une tournure sombre. Byron n'était pas précisément connu pour sa patience. Il avait la réputation d'être colérique, sujet aux emportements, du genre à transformer une petite dispute en une querelle hurlante. Cette nuit-là, il dit qu'il s'était disputé. Il dit que Linda était rentrée trop tard. Il dit qu'il en avait assez. Et ainsi, selon lui, et il est le seul à pouvoir raconter la partie de l'histoire, il fit quelque chose d'impensable. Il l'a mis à la porte, comme ça, sans plus. Sans avertissement, sans seconde chance. Une adolescente jetée dehors, en pleine nuit, sans aucun endroit où aller. Il ne lui laissa pas le temps de préparer un sac. Elle n'emporta pas de vêtements de rechange, pas d'argent, rien d'utile. Et le plus étrange, elle laissa derrière elle sa Mustang, la voiture qu'elle adorait, symbole de sa liberté. Et après, plus rien. Personne ne vit Linda sortir. Personne ne déclara l'avoir croisée dans la rue. Aucun ami ne reçut d'appel d'elle. Personne ne la vit tenter de faire de l'autostop. C'était comme si elle avait franchi cette porte et avait tout simplement cessé d'exister. Au début, la police se tourna vers les explications habituelles. Peut-être s'était-elle enfuie, peut-être se cachait-elle, peut-être réapparaîtrait-elle dans quelques jours, honteuse de toute cette histoire. Mais ces explications ne tenaient pas. Linda n'était pas le genre de fille à disparaître ainsi. Le reste de la famille de Linda n'y crut pas une seconde. Mais peu importait ce qu'ils pensaient. La police avait déjà tranché. Et une fois qu'une affaire était classée comme « fugue volontaire », elle était pratiquement morte. Pas d'équipe de recherche, pas de conférence de presse, pas d'urgence, juste un nom ajouté à une liste et le tiroir d'un classeur qui se referme. Alors, sa famille fit ce que la police ne ferait pas. Ils fabriquèrent leurs propres affiches de disparition et les collèrent partout. Ils allèrent frapper aux portes, posant des questions que personne d'autre ne posait. Ils cherchèrent quiconque aurait pu avoir vu quelque chose, n'importe quoi. Et pendant des mois, rien. Aucune piste, aucun signalement, juste un silence interminable. Puis, en février 1975, survint une possible avancée. Cet hiver-là, un reportage annonça qu'un corps non identifié avait été retrouvé à Strongsville, Ohio, à une 50aine de kilomètres de l'endroit où Linda avait été vue pour la dernière fois. Les restes appartenaient à une jeune femme. Sans nom, sans identification, squelette, non réclamé. Les détails étaient vagues, mais suffisants pour attirer l'attention de Mike Pagano, le frère aîné de Linda. Il appela la police. Il leur parla de sa sœur, de son nom, de sa taille, du temps écoulé depuis sa disparition. La distance entre Akron et Strongsville n'était pas exactement un voyage d'un bout à l'autre du pays. C'était raisonnable, voire probable, qu'il puisse s'agir de Linda. Mais la réponse fut un refus catégorique. Selon Mike, la femme à l'autre bout du fil déclara simplement que la femme non identifiée était un peu plus âgée, et probablement un peu plus grande.
Elle ne posa pas d'autres questions, ne compara même pas les dossiers dentaires. Juste un « non, ce n'est pas votre sœur », dit avec indifférence. Et ce fut tout. Linda Pagano avait disparu. Et pendant des décennies, personne ne sut où ni pourquoi. Les ossements que Mike soupçonnait d'être ceux de sa sœur restèrent non identifiés, archivés sous le numéro 82483. L'affaire Linda resta dans les limbes, et sa famille condamnée à poursuivre le fantôme d'une jeune fille déjà retrouvée, mais apparemment par les mauvaises personnes. Sans le soutien des autorités, que pouvait-il faire d'autre? Les années passèrent. Les gens continuèrent leur vie et l'histoire de Linda s'effaça, devenant juste un autre dossier de personnes disparues que la police avait choisi d'oublier. 44 ans plus tard, lorsque l'ADN des ossements retrouvés à Strongsville correspondit à celui de la famille de Linda, la révélation apporta à la fois un certain apaisement et la confirmation de ce qu'ils avaient toujours soupçonné. Mike Pagano, son frère aîné, avait tenté, des décennies plus tôt, de convaincre les autorités de comparer les dossiers, mais il avait été ignoré. S'il l'avait écouté, peut-être que la famille n'aurait pas passé des années à chercher des réponses qu'elle aurait pu avoir dès le départ. En apprenant que ses restes avaient enfin été identifiés, Mike déclara « Je croyais rêver. Je pensais que je n'entendrais jamais cela. Je pensais que ce jour ne viendrait jamais. Je pensais mourir sans le savoir. » La résolution du mystère arriva trop tard pour la mère de Linda, qui avait passé une grande partie de sa vie à attendre un dénouement et qui, malheureusement, mourut en 2012 sans savoir ce qu'il était advenu de sa fille. Avec l'identification confirmée, Linda put enfin être enterrée sous son vrai nom. En septembre 2018, plus de 4 décennies après son meurtre, sa famille organisa une cérémonie commémorative en son honneur. Ses restes furent inhumés au cimetière Holy Cross à Akron, Ohio, la ville où elle avait vécu. L'endroit où elle aurait dû vieillir. Ce n'était pas le retour à la maison que ses proches avaient espéré, mais c'était quelque chose, un enterrement digne, une pierre tombale portant son véritable nom, une occasion pour sa famille de lui dire adieu, même si c'était beaucoup trop tard. Mais reste la question qui plane sur cette affaire depuis des décennies. Qui a tué Linda Pagano? Et c'est là que commence la frustration. Si les enquêteurs avaient fait leur travail en 1975, s'ils avaient pris au sérieux les appels de Mike Pagano, comparé les dossiers et identifié les restes de Linda lorsqu'ils furent découverts, peut-être, juste peut-être, qu'une véritable enquête aurait eu lieu. Peut-être qu'il y aurait eu assez de temps pour découvrir qui était responsable. Christina Skett elle-même dit, « La seule chose à laquelle je pense maintenant, c'est à la rapidité avec laquelle nous avons résolu cette affaire comparée au moment où elle a été découverte. » Au lieu de cela, des décennies s'écoulèrent. Des preuves furent perdues. Les témoins vieillissaient. Les souvenirs s'effacèrent, et la seule personne qui avait toujours été au centre des soupçons mourut avant que quiconque puisse lui poser la moindre question. Byron Claflin, le beau-père de Linda, fut la dernière personne à l'avoir vue vivante. Son récit était douteux dès le départ et difficile à soutenir. La théorie du beau-père est la plus logique, mais cela reste une théorie. Claflin avait des antécédents de comportement violent, et mettre à la porte une adolescente seule et sans défense était déjà, au mieux, un acte imprudent. Quant à d'autres théories, certains ont émis l'hypothèse que Linda avait peut-être quitté l'appartement et avait été prise en stop par la mauvaise personne. Peut-être avait-elle été enlevée. Peut-être avait-elle été tuée par un inconnu. Mais il n'existe aucune preuve pour étayer cela, pas après toutes ces années. Et maintenant, nous ne saurons probablement jamais toute la vérité. Claflin est mort en 1990. Si Linda avait été identifiée plus tôt, il aurait pu être interrogé. Mais cette occasion est perdue à jamais. Le mieux que l'on puisse espérer aujourd'hui, c'est que quelqu'un, quelque part, sache quelque chose. Un ami, un membre de la famille, quiconque pouvant apporter un éclairage sur ce qui s'est réellement passé cette nuit de 1974. Car officiellement, cette affaire reste non résolue. Et à moins qu'un nouvel élément n'apparaisse, elle pourrait le rester pour toujours. Au bout du compte, les affaires oubliées ne restent oubliées que si personne ne continue à poser des questions. Les noms comptent, les identités comptent, et parfois, la bonne personne cherchant au bon endroit peut tout changer.